peau comme vous l'aimez. Tu crois que c'est pour la liberté qu'on bute du Viet? S'il faut que je me fasse péter les valseuses pour un mot, ce sera pour Crack Boom U. Demain, sur France 3, ces androïdes réalisent la synthèse de la technologie et de l'homme des cavernes. Pour la première fois à la télévision, jouons aux soldats plombés avec Stanley Kubrick. Full Metal Jacket. Demain à 20h55 sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Une actualité toujours dominée par la tempête. Les intempéries se sont même renforcées aujourd'hui, notamment sur l'ouest et le nord de la France. Plusieurs mini-tornades à terre, comme à Saint-Nazaire. Et en mer, des liaisons coupées entre les îles bretonnes et le continent. Et demain, les vents souffleront encore très fort, nous dit Météo France. Mais la tendance est quand même à l'accalmie. Pierre Dittier. Touché en première par la tempête, la Pointe-Bretagne. Ce matin, à Concarneau, le vent soufflait à plus de 130 km/h. Une rafale a arraché le toit de cet immeuble, la charpente effondrée, a traversé 2 des 3 étages de l'habitation. Pas de blessés. Il y avait une personne qui réchappe de loin puisqu'elle était dans son lit au moment des faits et se retrouvait de fait au niveau du premier étage. Dans les ports bretons et normands, pêcheurs et plaisanciers avaient doublé, triplé les amarres des bateaux. La pointe de vent la plus extrême a été enregistrée sur l'île de Groix, 180 km/h. Les autorités interdisaient l'accès aux chemins côtiers sur de nombreux points du littoral. Les intempéries ont entravé le trafic routier avec des averses de pluie et de grêle d'une rare intensité, comme ici en Mayenne. Le TGV aussi a été considérablement retardé entre Brest et Paris. Il y a un hangar à côté d'une ferme qui a été emporté par la tornade, par le vent très fort, et les tôles ont été dans la caténaire, ce qui fait que les tôles sont restées coincées dans le fil de contact et le porteur. Et par la force du vent, ça a dû déstabiliser un de nos poteaux, et comme le terrain est meuble, le poteau est venu. Les liaisons transmanche au départ des ports normands sont difficiles. Au Havre, le ferry a bien pris la mer, mais à Cherbourg, à Dieppe et à Boulogne, les appareillages sont retardés dans l'attente d'une accalmie. C'est plus calme côté français puisque le vent vient du sud-ouest, donc on a l'impression que la mer est calme, mais au large, ça remue beaucoup, et notamment sur les côtes anglaises. Pour l'heure, le bilan ne fait état que de dégâts matériels. Des dégâts qui apparaissent moins importants que ceux survenus lors de la journée de vendredi, même si plusieurs milliers de foyers restent privés d'électricité en Vendée. La dépression poursuit sa progression, des vents forts commencent à toucher le grand est de la France. Et puis sur l'Atlantique, à 300 km des côtes anglaises, c'est un chalutier espagnol qui a dérivé aujourd'hui dans des creux de 15 mètres. Finalement, l'équipage a été sauvé par les gardes-côtes britanniques, 10 pêcheurs élitreillés alors que les vents soufflaient à plus de 100 km/h. Premier témoignage et premières images des massacres en Algérie mardi dernier. Vous le savez, dans l'ouest du pays, 412 personnes ont été assassinées à l'arme blanche. Une révélation de la presse algérienne, mais un bilan toujours officiellement contesté par les autorités. Et ce soir, c'est l'Europe qui s'émeut. L'Italie et l'Allemagne demandent à l'Union européenne, aux 15 donc, d'envoyer sur place une mission d'exploration. Nathalie Cause. Sur le visage de cette jeune Algérienne, les traces du cauchemar. Elle a vu sa famille égorgée. Comme elle, les rescapés du massacre mardi dernier près de Relizane racontent l'horreur. Il y aurait eu cette nuit-là 412 victimes, le pire carnage commis en Algérie depuis le début des violences islamistes, des hommes, des femmes, des enfants tués à coups de pioche et de hache. Ils sont venus le soir pour nous égorger. Ils ont aussi égorgé d'autres gens. J'ai perdu mes frères et ma maman. Des hommes m'ont assommé et j'ai perdu connaissance. Plus tard, je me suis relevé et je suis rentré chez moi. J'ai vu mes enfants et ma femme égorgés. 8 morts dans ma famille, une honte. Des enfants qui ont à peine 1 an, on les a roués de coups avant de les tuer. Mardi dernier, premier jour du ramadan, il était 20h30 lorsque le carnage a commencé. Il va durer toute la nuit dans 3 villages près de Relizane, à l'ouest d'Alger.
Le bilan établi par les rescapés et la presse, 412 morts, est aujourd'hui contesté. Il serait de 78 victimes selon le gouvernement algérien. Aujourd'hui, toujours pas de revendication, mais une condamnation unanime. L'Allemagne appelle à une réunion urgente de l'Union européenne. Ici, les villageois demandent des armes pour se défendre. Un Premier ministre israélien fragilisé après la démission aujourd'hui du numéro 2 du gouvernement, David Levy, le ministre israélien des Affaires étrangères. Les deux hommes ne s'apprécient guère, même s'ils appartiennent à la même coalition gouvernementale. Avec ce départ, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne dispose plus au Parlement que d'un siège de majorité. François Poulet-Matisse. Cette fois, c'est sérieux, vient de dire cet après-midi le ministre israélien des Affaires étrangères en annonçant sa décision définitive, cette fois, de démissionner du gouvernement. La crise couvait depuis plusieurs semaines avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Officiellement, c'est le budget trop peu social du Premier ministre qui provoque cette démission. Au-delà, c'est un désaccord complet sur la manière dont Benjamin Netanyahou gère en particulier le processus de paix, ou plutôt ce qu'il en reste. Il est impossible d'imposer à ce gouvernement quelque chose dont sa majorité ne veut pas, précise David Levy, ajoutant qu'il ne croit pas que le gouvernement Netanyahou soit réellement intéressé à relancer le processus de paix. David Levy, un ancien ouvrier séfarade d'origine marocaine, a toujours défendu au sein de la droite israélienne une politique plus sociale, plus populaire, en reprochant au Premier ministre de jouer au poker avec ses partenaires politiques du Likoud. Mais surtout, c'est l'abandon de toute perspective laissée aux Palestiniens dans le cadre du processus de paix qui lui a paru particulièrement suicidaire. Proche des gouvernements des pays arabes pauvres, soucieux de maintenir avec Yasser Arafat et les leaders palestiniens un contact constructif, il se sentait de moins en moins à l'aise dans l'équipe d'un Netanyahou trop imprévisible à son goût. Le départ de David Levy et avec lui de 5 députés de la coalition fragilise à l'extrême un gouvernement qui ne tient plus guère aujourd'hui qu'à un fil. Et ce soir, on apprend encore que le gouvernement Netanyahou est prêt à accepter son retrait du Liban Sud, une zone qu'il occupait depuis 13 ans. Et puis, sachez encore qu'en Italie, le président du Conseil, Romano Prodi, en appelle aujourd'hui à ses partenaires européens pour faire face à l'afflux sur son territoire de clandestins kurdes. Pour cette seule semaine, près de 1200 Kurdes ont débarqué dans le sud du pays. Et mercredi à Rome, une réunion des polices européennes est prévue précisément pour examiner cette question. Retour en France maintenant avec le bras de fer qui continue entre les associations de chômeurs et le ministre de l'Emploi, Martine Aubry. 13 antennes ACDIC sont toujours occupées cet après-midi. L'autoroute A10 a reçu la visite surprise d'une délégation au péage de Châtellerault-Nord. Les automobilistes ravis en ce retour de vacances ont pu passer sans payer. Et puis cette dernière minute que je viens de connaître, qui concerne donc les incidents répétés, les incidents de violence urbaine, eh bien ce soir une vingtaine de voitures ont été incendiées à Saint-Étienne dans un quartier sensible. Enfin, avant de nous séparer du foot avec un retour sur les 13e de finale de la Coupe de la Ligue, 2 matchs que vous avez pu suivre sur notre antenne. Cet après-midi, Auxerre s'est imposé face à Guingamp 3-0 et ce soir, l'OM rencontrait Châteauroux à domicile. Les Marseillais n'ont pas déçu leurs supporters. Serge Dion. Pas de Christophe Dugarry au sein de la formation marseillaise qui affronte Châteauroux. L'ancien joueur de l'OM n'est pas encore prêt physiquement pour effectuer ses débuts officiels sous le maillot de l'OM. Les Blancs dominent cette première période. Assuard, puis Bertin menace Louchouarn, mais l'ouverture du score survient seulement à la 42e minute. Après un contre favorable, Teddy Bertin, réputé pour la puissance de ses frappes, choisit ici de tirer en finesse. Ce ballon, bien travaillé, va se loger hors de portée du gardien de Châteauroux. Marseille mène 1-0. Dès le début de la seconde période, Chavondier rate l'occasion d'égaliser pour Châteauroux. Roland Courbis a dynamisé son équipe en faisant entrer Makelele-Gravelaine, mais cet OM, plutôt laborieux, ne mérite pas de creuser l'écart. Après quelques frayeurs, Marseille se qualifie finalement pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et excellente nuit.
Cooper, vu par Capra, l'extravagant Monsieur Deeds, un chef-d'œuvre au cinéma de minuit, tout de suite sur France 3. Art et argent font-ils bon ménage? Certains signes le prouvent. Le passé plaît et enrichit. Il est un trésor économique pour les musées en pleine floraison. Nouvelles technologies et grandes expos connaissent de plus en plus de succès. Notre patrimoine artistique est une véritable courroie de transmission vers l'avenir. Présenté par Laurent Bignolas, La Preuve par 3, mardi 23h40 sur France 3. L'eau ferrugineuse, non. Hépatum, ouais. L'eau ferrugineuse, non. Hépatum, oui. Hépatum, solution buvable, un médicament pour faciliter l'élimination de la bile et la digestion. Pas avant 12 ans. Hépatum, c'est épatant. René Château Vidéo, la mémoire du cinéma français. Des films inoubliables, une collection exceptionnelle. Avec PSG Lyon, les internationaux prennent possession du Parc des Princes, mardi, en direct sur France 3. Face aux stars parisiennes, Rai, Ricardo, Simonet, l'Olympique lyonnais aligne un potentiel révélé en Coupe d'Europe. Dans ce match à une inconnue, la surprise peut venir de Bravo et Pedros, le tandem de combat fraîchement recruté par l'Olympique lyonnais. Une Coupe de la Ligue aux accents de mondial. PSG Lyon, mardi, 20h55, en direct sur France 3. Lorsqu'il tourne, l'extravagant Mr. Deeds, Frank Capra vient de réaliser New York Miami et Broadway Bill. Il mettra en scène, quelques mois plus tard, Les Horizons perdus et Vous ne l'emporterez pas avec vous. 1936 est une année catastrophique pour l'Amérique, victime de tempêtes de poussière qui ravagent notamment le Kansas, l'Oklahoma, le Colorado, le Nebraska et les Dakota. C'est une année où les récoltes sont détruites et où les chômeurs sont de plus en plus nombreux. Frank Capra a lui-même donné une définition du film. Ce message n'avait rien de particulièrement révolutionnaire, tout bonnement qu'un homme simple et honnête, acculé dans un coin par une bande de rapaces sophistiqués et roublards, peut, s'il le veut, puiser au plus profond des ressources que Dieu lui a données, et y trouver suffisamment de courage, d'esprit et d'amour pour triompher de son entourage. C'est le cri de révolte de l'individu écrasé par la civilisation de masse, la production de masse, l'éducation de masse, la politique de masse, la richesse de masse, le conformisme de masse.